Cette émission est produite par Télécœur. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à D'ailleurs et d'ici. Aujourd'hui, on rencontre Céline Auger du projet d'accueil et d'intégration solidaire, donc je vous souhaite une bonne émission. Donc, Céline, t'es native de où, toi? Moi, je viens de Sainte-Croix-de-Lobinière. Hein? Puis qu'est-ce qui t'a amené à venir t'établir ici, dans les Mercides de Canco? L'amour. Ah, t'as rencontré l'amour. Oui. Et là, tu habites à Fortierville. Oui. Et t'as bâti, évidemment, t'étais pas tout seul, mais t'es arrivé qu'une idée, toi. C'était quoi cette idée-là, au départ? Bien, en fait, au départ, moi, je suis enseignante en francisation de formation. Puis j'ai travaillé une dizaine d'années à Québec. Puis quand je suis déménagée à Fortierville, en région, il y a moins de personnes immigrantes. Puis mes amis me faisaient à la blague, tu vas te trouver un emploi, tu vas aider des personnes immigrantes à déménager. C'est quoi ce que tu vas faire? Puis finalement, ça n'a pas été long, en fait. Là, je suis déménagée, j'ai voyagé un peu Québec pour enseigner. Mais rapidement, en fait, on a eu une idée d'un projet que justement, c'était de prendre des personnes immigrantes en région, puis des amener, des personnes immigrantes en ville, puis des amener pour s'établir en région. Avant de savoir pourquoi que c'est une bonne idée de faire ça, on est en quelle année à peu près? On est en 2006. 2006? Oui, on est en 2006. Et pourquoi cette idée-là? Tu dis, ben, tu sais, ils sont en ville, là, ils sont corrects, là. Pourquoi ils amènent en campagne? Bien, c'est justement, en fait, mon expérience d'enseignante dans mes salles de classe. Je voyais des gens avec un profil rural, puis c'était beaucoup des gens qui... beaucoup des réfugiés, puis des gens que finalement, ils apprenaient le français, mais l'été, remplissaient les autobus pour aller travailler à l'île d'Orléans, travailler en agriculture. Ils s'épanouissaient en agriculture. L'automne revenait, c'était un emploi saisonnier. Les gens revenaient en salle de classe en attendant de pouvoir retourner travailler en agriculture. Puis je me disais, des emplois en agriculture, bien, il y en a à l'année. On a des emplois d'agriculture à l'année, mais ce qu'il n'y a pas, c'est le pont entre la ville et les régions pour leur faire connaître, en fait, les emplois à l'année en agriculture. Parce que d'aimer la ville, c'est pas un défaut, là. On peut s'accomplir. Moi, je reste en ville aussi. Toi, peut-être aussi, tu resté en ville à un moment donné dans ta vie, mais comme nous, il y a des profils de gens qui... Bien, il y a des immigrants qui vivaient dans des milieux ruraux dans leur pays d'origine. Donc, tu vas établir ça, puis évidemment, Céline, elle trouve que c'est une bonne idée, mais Céline a bien des capacités, mais tu n'as pas fait ça tout seul. Comment ça a commencé, le processus pour établir ce qui est devenu le PAI, le Programme d'accueil et d'intégration solidaire? Bien, en fait, au tout départ, l'idée, c'était d'expérience. J'avais vu beaucoup de familles népalaises quand j'étais enseignante, justement. Puis malheureusement, on en a perdu beaucoup. Puis quand je parle de beaucoup, je parle de centaines de personnes qui sont allées s'établir finalement en Ontario. Puis quand on regarde pourquoi est-ce que ces gens-là sont déménagés, bien, on s'aperçoit qu'il y en a qui quittaient soit pour le permis de conduire ou parce qu'ils voulaient trouver un emploi. Puis on en a même perdu plusieurs qui se sont trouvés un emploi en agriculture au Manitoba. Donc là, tu regardes ça puis tu te dis, bien, il y a de quoi à faire si on fait un pont entre les villes puis les régions. Comme vous avez dit tout à l'heure, au même titre qu'il y a des Québécois qui s'épanouissent en ville, bien, il y a la majorité, en fait, bien, la majorité des personnes immigrantes, ça correspond à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire habiter en ville. Mais le pays, c'était justement de permettre l'alternative. C'est-à-dire que si toi, tu as un profil rural, bien, il existe une alternative. Parce que nous, quand on a commencé, on s'est dit, on va regarder ce qui se fait ailleurs pour s'apercevoir que ce que nous, on voulait faire n'existait pas ailleurs au Québec. Mais là, Céline, tu vas, mais tu sais, moi, je veux aller vivre en campagne. Bien, je vais y aller vivre en campagne. Puis là, j'exagère un petit peu, là, je fais de l'humour, mais pourquoi ces gens-là ne le font pas? C'est pourquoi qu'ils exemptent quelqu'un qui vit en ville qui n'est pas bien, ben, en tout cas, qui serait mieux à vivre en campagne, pourquoi il ne vient pas s'établir directement? Comment? Ah, parce que là, je suis peut-être limité au niveau de la langue, je suis peut-être pas de contact ici, je sais pas où que je peux m'adresser pour envoyer mes enfants à l'école. Puis surtout, si je déménage comme ça, quels seront les services pour m'aider?
Puis, dans un milieu comme ici, la MRC Bécancour, c'est un peu la même situation de nos voisins Nicolet et Yamaska. Il n'y avait pas d'organisme dédié à cette clientèle-là. Fait que là, on va pallier à ce problème-là. Puis on va créer, non pas le pays. Comment tu appelles ça? C'est quoi le nom? Bien, c'est le pays. Le pays. Le pays. Qui veut dire... Le projet d'accueil et d'intégration solidaire. Bon, pourquoi qu'on a pris ce nom-là? Parce que, en fait, quand on retourne en 2006, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était une idée comme ça qu'on avait eue en se disant, on regardait justement beaucoup de Népalais en ville qui étaient partis. Puis il faut se rappeler, en 2006, là, il commence à arriver des familles syriennes. Puis là, on se dit, là, ça serait le fun qu'on soit capable, cette fois-ci, d'attirer les gens avec un profil rural, puis d'avoir un projet qui corresponde un peu plus à leur valeur, puis à ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent leur projet de vie, si je peux dire comme ça. Donc, je suis allée rencontrer le maire de Sainte-Françoise, Mario Lyonnais, puis tout de suite, en fait, à pieds joints, il a sauté sur le projet. C'est une bonne idée. Puis on a justement des besoins dans le secteur agricole. Puis on était vraiment dans un projet. L'idée, c'était de revitaliser, c'est-à-dire on attire des personnes, puis on fait un 2 en 1, c'est-à-dire qu'on revitalise nos milieux. Parce que ces gens-là ont des jeunes enfants ou en ont eu. Il y en a des familles qui ont eu des bébés. On est dans un milieu où les villages, souvent, il y a une décroissance au niveau de la population. Oui. On ne veut pas faire des histoires d'horreur, mais des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que l'école va rester ouverte parce qu'il n'y a plus nécessairement assez d'enfants? Et, comme tu mentionnes, on avait un besoin de recrutement. C'est des gens il y a des emplois qui les attendaient. Mais en fait, c'est de faire la jonction entre nos besoins de main-d'œuvre, notre capacité d'accueil. Okay. Puis, les personnes immigrantes qu'on est allé rencontrer, c'est des personnes qui étaient à la recherche d'un emploi. Puis, on a commencé le projet, en fait, le projet pilote, parce qu'au départ, c'était projet pilote Sainte-Françoise-Fortierville, puisque ce sont 2 municipalités qui se sont unies pour faire le projet. Donc, au départ, on parle de Sainte-Françoise avec Mario Lyonnais comme maire, qui est également le préfet de la MRC, et Fortierville, c'était Normand Gagnon à l'époque, qui était le maire de Fortierville, puis les deux ont embarqué dans le projet. Fait qu'eux autres, ils vont pas juste dire « Hey, let's go, Céline, vas-y, t'es capable ». Ils vont débloquer des budgets. Ça sera pas... Sûr. Les bottines vont suivre les bobines. Oui, puis je dis c'est les maires, mais c'est les municipalités, parce que c'est plus large que ça. On a convaincu, dans le fond, les conseils municipaux de débloquer des fonds. Puis on parle en tout et partout, parce que, bon, ça n'a pas été seulement d'un seul coup, mais quand on pense à des municipalités de entre 5 et 700 personnes, qui chacune ont donné 9 000 $, puis c'est pas rien, là. C'est énorme quand on regarde par rapport à la population, mais on a eu la possibilité avec cet argent-là, d'abord de regarder partout au Québec qu'est-ce qui se fait en intégration des personnes immigrantes, en agriculture, en région, parce qu'on était assez spécifique. On disait, on veut accueillir des personnes immigrantes, on veut les placer en agriculture, puis on est en région. Bon, on va téléphoner dans les autres régions pour voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, on a vraiment eu des heures au début que c'était de recenser tout ce qui se faisait par rapport à ça. Puis c'est pour ça que je peux vous dire sans équivoque qu'il n'y avait rien. Ce type d'approche-là, rurale, petit milieu, puis petit et pas péjoratif, là. Non, pas du tout. Mais tu sais, il n'y a pas de place de 5 000, il n'y a pas de village de 5 000 habitants ici, là. Tu sais, on est souvent en bas de 1000, là, on va se le dire. Donc, tu vas aller chercher des idées, puis tu n'en trouveras pas, dans le fond. On va s'inspirer quand même de certaines pratiques, mais on va partir d'une feuille blanche, essentiellement. C'était vraiment important, en fait, d'être capable de vendre notre région, si je peux dire, convaincre des gens de s'établir, mais pour nous, c'était vraiment important aussi d'en faire des gens mobiles. C'est-à-dire que tu prends une personne immigrante qui veut travailler, par exemple, en agriculture. Au départ, on était essentiellement en agriculture. Tu l'aides à s'établir. Mais cette personne-là, si elle veut faire le choix, à un moment donné, de dire, ben moi, je vais aller rester dans une autre région, moi, je veux changer de village, ou peu importe, un diplôme, la reconnaissance des acquis, pour nous, c'était très important. Puis dès le départ, on a commencé à faire des démarches pour trouver une façon de faire un projet dans lequel les personnes immigrantes pourraient, après un certain temps, obtenir un diplôme. Okay. Puis c'est vraiment avec
Agri-Carrière, le comité sectoriel de la main-d'œuvre agricole, qu'on a développé plein de choses. Parce que nos gens qui venaient travailler dans des fermes n'avaient pas nécessairement un diplôme, un DEP. Ou non, pas du tout. C'était pas des agronomes non. ou de non, ce non, métier-là. Fait qu'ils vont aller chercher un diplôme avec ça. Bien, oui, c'est une attestation. Okay. Puis après ça, ça va continuer avec ce qu'on appelle des PAMT avec Service Québec, là, les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Okay. Mais ça, là, imaginez, on prend quelqu'un qui n'a pas de diplôme, OK? Puis là, on lui dit, écoute, tu déménages, tu commences à travailler dans quelque chose que tu aimes, puis en plus, bien, on t'accompagne, on a de l'aide pour l'accueil, on a des cours de langue, puis après 2 ans, bien, tu as un diplôme qui est reconnu partout au Québec. Et ça va, ça reste des gens libres, ils pourraient s'en aller, mais il va y avoir ça crée un enracinement, ça. Les gens il y a demeure, puis entre autres, il y a un apport aussi. En tout cas, moi, j'observe, parce que, je vous dis, je parle avec Céline, j'apprends des affaires, mais j'en sais aussi un peu. C'est un organisme que je côtoie depuis quelques années, puis bravo, entre autres. Bravo à toi, mais bravo aux membres de ton CA, puis de Suzanne aussi, Suzanne Laroche, qui a joué un rôle important dans les débuts. En fait, c'est Suzanne, moi, on peut dire Mario avec Normand. C'est le noyau de départ. Puis il s'est joint des bénévoles à ça. Puis pourquoi je parle des bénévoles en particulier, c'est que dans cet enracinement-là, le bénévole va jouer un rôle important. Peux-tu me parler j'appelle ça des jumelages qui se font? Oui. C'est sous votre égide. Comment ça se passe? Bien, en fait, on ne parle pas nécessairement de jumelage, là, parce que ça se fait vraiment, je vous dirais, plus naturellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On n'a pas de programme spécifique de jumelage, de dire, bon, ben là, telle personne avec telle personne. C'est plutôt, je vous dirais, on regarde, quelqu'un s'installe. Bon, ben là, on a des gens qui sont intéressés à donner un coup de main. Puis là, de fil en aiguille, la personne va faire ça, il y en a un autre qui va faire ça. Puis finalement, bon, ben là, le fit se fait. Puis, parce qu'il y a des personnalités, des fois, il y a des traits de caractère. Bon, mettons, moi, je veux donner du temps. Je me plais bien, exemple, à aider avec les enfants, les jeunes enfants. Il y a d'autres qui ont d'autres habilités et tout ça. Oui. Mais comment ça va se traduire, l'accompagnement? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, le coup de main qu'on donne, là, comment il va se traduire? C'est-tu on prend soin des enfants, on fait à manger à la place de personne? C'est pas ça? Non, pas du tout. Là. Okay. Mais là, je vous dirais que c'est beaucoup plus structuré que c'était. Parce que tout à l'heure, vous me parliez on parlait des balbutiements du projet. On parlait d'un projet. Maintenant, on est rendu un organisme, un OBNL. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a un chemin qui s'est fait depuis 4 ans. Là. C'est plus du tout ce que c'était au départ. Ça l'a progressé, ça s'est structuré. On est rendu, comme vous dites, avec un CA. Puis, on est rendu avec une équipe, on est une quinzaine, si ce n'est pas plus, de personnes bénévoles. Puis, il y en a là-dedans qu'on appelle, quand on a un défi, j'aime pas utiliser le mot problème, mais on a un défi logistique de transport, par exemple. Okay. Bon, bien là, on a nos bénévoles, là, que eux, là, c'est le transport. Il n'y a pas de problème. Un rendez-vous chez le dentiste, là, on n'a pas de transport. La personne va chercher la maman avec son enfant, la porte chez le dentiste. On a des bénévoles que c'est vraiment ça. Puis, on en a d'autres que c'est vraiment rendu là, des gens qui vont donner un coup de main pour la compréhension des factures. Mais je vous dirais que c'est surtout avec les enfants, l'accompagnement à l'école, puis de créer des liens avec la communauté. Bien, Céline, tu me parlais évidemment de gens qui vont aider au transport, puis il faut se mettre à la place de ces personnes immigrantes-là. Moi, je m'en vais rester, mettons, au Liban. Comment je fais ça pour conduire une auto? Je sais conduire une auto, mais où je m'adresse pour avoir un permis de conduire? La signalisation, tout ça. Il y a des gens qui aident, des bénévoles, qui aident des gens à passer leur permis de conduire. Oui, mais je vous dirais que la plupart du temps, là, si une famille vient s'établir ici, il faut qu'il y ait un membre de la famille qui ait son permis de conduire, sinon c'est vraiment difficile. On le fait, Okay. Mais c'est un défi. Parce qu'exemple, si je vais travailler sur une ferme, à part que je reste très près de la ferme, il n'y a pas de... Je peux pas prendre le métro pour aller au travail. Il n'y a pas de métro ici. Non. Ça prend un membre de la famille qui a son permis de conduire. Puis après ça, oui, on a plusieurs cas où est-ce qu'un des membres de la famille a son permis, l'autre
étudie pour l'avoir. Puis c'est là qu'embarquent les bénévoles. Puis on en a là, qui sont vraiment dévoués. On a des bénévoles qui vont aller... mais là, c'est certain qu'avec la COVID, ça se fait beaucoup avec la tablette. Donc, soit par Messenger ou par Zoom, la présence est encore là, mais juste adaptée et différente. Donc, on pratique, pose des questions, accompagnement de la personne jusqu'à aller avec elle pour l'examen de conduite. Donc, c'est une partie c'est une grosse partie du défi. Parce que quand on va faire justement de la régionalisation, quand on va en ville pour parler de nos milieux, pour leur dire, bien, venez vous établir, le défi souvent, c'est que les gens vont lever la main et vont être super intéressés, mais ils réalisent l'importance du permis de conduire, ce qu'ils n'avaient pas nécessairement réalisé avant. Parce qu'en ville, à Québec ou à Montréal, on peut vivre sans auto. À partir du moment que la personne dit « Oh, OK, là, j'entends parler d'une région, j'ai vraiment envie de m'y établir. Bon, là, je vais prendre un rendez-vous pour aller chercher mon temporaire, puis après ça, je vais avoir mon permis. Bon, dans 10 mois plus tard, après le 5 semaines. » Donc là, c'est sûr que le délai, il est grand. Mais ça se peut. Puis tu parlais d'aide aux devoirs, parce qu'évidemment, il y a des gens qui proviennent de pays où le français était peut-être pas la première langue, mais au moins une des deux langues qui s'est communément parlée. Je jasais justement avec une dame de la Tunisie, je parlais en français comme on se parle là. Le français était excellent, tout ça. Mais il y a des gens que leur langue première, ce n'est pas le français. Fait que là, de là, entre autres, la nécessité pour aider les enfants à faire les devoirs, bien qu'ils sont très brillants, ces gens-là, très volontaires, mais exemple pour aider à faire du français, des mathématiques à l'école, c'est intéressant d'avoir des bénévoles qui vont aider l'enfant, entre autres. Oui, on a des bénévoles qui aident pour les devoirs, puis qui sont même en contact avec les enseignants pour savoir, bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça va bien, est-ce que je progresse bien. Donc, on a ça. Mais je reviens tout à l'heure par rapport au père ou la dame de dire c'est important qu'elle soit mobile. Bien, c'est la même chose pour la langue. On parle de français pour les enfants, mais pour nous, au départ, c'était vraiment important d'être capable d'offrir des services de francisation comparables à ce qu'on peut retrouver en ville. Imaginez-vous, vous êtes une personne immigrante, vous arrivez dans un pays, la citoyenneté, c'est quelque chose qui est important. Vous voulez avoir la citoyenneté. Oui. Mais pour avoir la citoyenneté, il faut avoir le niveau 4 en francisation pour après ça être capable de déposer une demande. Mais ça, c'est un niveau qu'on peut avoir la certification juste avec le ministère de l'Immigration pour la citoyenneté. Donc, pour ça, il faut faire des demandes pour être mandataire de la francisation du ministère de l'Immigration. Fait que ça, c'est un volet de l'action dans la mission du pays? Oui. Du pays? Oui, du pays. Mais ça, c'est une des premières choses qu'on a fait. Parce qu'en ce moment, il y a dans la MRC de Bécancour des adultes, des personnes immigrantes qui suivent des cours de français. Oui. OK. Puis ça se passe comment? C'est-tu dans des écoles primaires, des écoles secondaires? On a fait, dépendamment des sessions, c'est des sessions de 11 semaines. OK. Puis, dépendamment de qui s'inscrivait, bien là, le lieu changeait, je vous dis. On a eu des cours à Manceau, à l'école C'est Rayons de Soleil. L'ancien, qui n'est plus une école, mais ce bâtiment-là. Oui, dans ce bâtiment-là. On a une belle collaboration, d'ailleurs, avec la commission scolaire. On a eu des locaux dans des municipalités. On était à Sainte-Françoise, on était à Fortierville. La dernière fois, c'était à Fortierville. Donc, dépendamment de où ils sont, c'est sûr que présentement, on a eu des cours aussi à distance pour être capable d'offrir quand même un service là, malgré la COVID. Mais sinon, c'est des cours de 11 semaines, ministère de l'Immigration. Ça, c'est une chose. Mais on a d'autres francisations aussi. On a de la francisation avec Service Québec. À partir du moment où est-ce que la personne travaille, bien là, elle a le droit à avoir des services de francisation, mais qui visent le travail. Puis on a une autre francisation, elle est juste agricole. Celle-là, c'est juste pour le milieu agricole. Donc, on fait 3 francisations. Parce que celle-là, puis les 2 autres sont importantes, mais par exemple, au niveau de la francisation au milieu agricole, c'est qu'on va mettre l'accent sur des termes, des termes techniques. Oui, tout à fait. Pour que l'employé soit habile à faire son travail, comprendre des consignes aussi, la sécurité, c'est assez important. Donc, c'est ça. Tu parlais de commission scolaire de la Riveraine. Moi, j'observe, puis je trouve ça beau. J'ai vu l'école Oasis qui avait fait son salon chez nous, chez vous. C'était comme ça que ça s'appelle? Chez nous, c'est chez vous. Bon, chez nous, c'est chez vous. Puis il y a des collaborations aussi à l'école des Seigneuries. Pourquoi c'est important que des jeunes Québécois d'ici soient mis en relation avec
nos personnes qu'on accueille, nos personnes immigrantes. Pourquoi ça fait partie de votre mission, ça? Bien, en fait, la sensibilisation, ça fait effectivement partie de notre mission. C'est de montrer aux gens, de regarder quand on cohabite, qu'est-ce qu'on peut faire, puis on peut aller plus loin. Donc, des projets comme celui-là, chez nous, c'est chez vous, c'était avec la classe de 5e-6e année. On avait des gens de la francisation, mais on avait aussi des gens qui ne sont pas dans la francisation qui en faisaient partie. Puis, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Donc, chacun a appris sur sa culture, finalement, puis ça a débouché sur un projet ouvert à la communauté. On a eu, une 50aine de personnes qui s'étaient déplacées pour voir les kiosques. Mais c'est sûr que ces gens-là retournent chez eux avec des connaissances puis une sensibilité qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Parce que de mettre en contact des gens, souvent, on s'aperçoit que, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, ben oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc, ça fait aussi progresser les mentalités, si je peux dire. Une plus grande ouverture. Comprendre les différences, bien, dans le fond, si on veut lutter contre le racisme, c'est l'éducation. Oui. C'est l'ignorance qui crée le racisme. C'est pour ça que dans notre mission, on a justement la sensibilisation. On fait de la francisation, parce que comme je vous ai dit, c'est super important. On a des services d'accueil puis d'intégration. Une fois que la personne elle décide de s'installer, il faut être capable de bien l'accueillir puis de l'intégrer. Puis ça inclut des services individuels. La personne elle nous appelle, on peut l'accompagner pour toutes sortes de services. Puis une partie collective. On organise des activités. Donc ça, on découvre, je pense au village d'antan, par exemple, à Drummondville, mais ça peut être une activité de pêche, ça peut être le carnaval de Fortierville ou le Potiroton de Bécancour. Parce que tu amènes, avec des bénévoles, tu amènes des groupes. Moi, j'ai déjà été au hockey, entre autres. Il y avait des gens issus de l'immigration qui étaient là. Puis une anecdote comme ça, je me rappelle, comment elle s'appelait, la dame, la Syrienne? Iman, qui avait été déléguée pour procéder à la mise au jeu officielle. Puis, tu sais, nous autres, on connaît moins d'autres choses, mais le hockey, habituellement, on connaît assez ça. Fait que, tu sais, si on est appelé à faire une mise au jeu officielle, bien, on prend la rondelle et on la jette à terre. Mais elle ne savait pas. Elle l'a déposé délicatement. La rondelle, je trouvais ça beau. Oui. Moi, j'ai trouvé ça beau. Puis c'est ça, puis c'est des faire, tant pour la société, la communauté d'accueil, de les voir, ces gens-là, dans des contextes de plaisir. Puis, tu sais, c'est apprendre. Ils sont comme nous autres. Puis les semaines suivantes, ils sont retournés. Hein? Au hockey. Oui. Puis là, il n'était plus tenu par la main. Non. C'était plus organisé. C'est ça, en fait. Ouais. Quand on organise des activités comme ça dans le milieu, le but, c'est des activités d'intégration. C'est de leur montrer, le hockey, si on ne les avait pas amenés, premièrement, ils n'auraient jamais pensé aller dans un aréna. C'est un gros bâtiment fermé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas. Donc, on les amène une fois. Puis après ça, ils voient que, OK, c'est comme ça fonctionne. Donc, après ça, ils aiment ça, ils retournent. Là. Même chose pour la pêche. Comment ça fonctionne, la pêche? Ça te prend un permis. Puis après ça, une fois que tu as ton permis, là, t'es correct. Oui. Puis le principe des quotas, puis tout ça. Puis ça, faut que tu l'apprennes. Ça s'enseigne. Ben oui, ça s'enseigne. Puis les enfants vont être des vecteurs d'intégration. Parce que l'enfant qui va à l'école, toi, tu as une fille qui côtoie des gens issus de l'immigration. Puis moi, on se rencontre de temps en temps, Céline, pour le travail. Je voyais ta fille, elle jouait avec une petite fille qui était du Népal, je sais quoi. Oui. Elle n'a pas d'accent, la petite fille. Elle parle. Puis, il tripait ses mêmes affaires, tout ça. Mais l'adulte, lui, qui vient d'un autre pays, lui, ça va. C'est ça. Ce genre d'activité-là va lui permettre. Puis même, il va en cabane à sucre aussi. Oui. Oui. Ça, c'était plaisant, ça, quelqu'un avait été à cabane à sucre. Puis, qu'est-ce que ça va à moyen et long terme, parce que, on peut dire qu'il y a des emplois à combler, fait que ces gens-là comblent des emplois, mais c'est quoi l'apport qu'est-ce que ça nous donne, la MRC de Bécancour, d'accueillir ces gens-là? Bien, l'apport d'abord, c'est un enrichissement culturel. Vous parlez de ma fille tout à l'heure, mais ma fille, dans son école, sans le projet, elle n'aurait jamais eu la richesse de rencontrer des gens de différentes origines, puis d'être capable d'échanger, puis ça donne une ouverture d'esprit. Les jeunes, là, sont hyper ouverts. Eux autres, ils n'ont pas le filtre qu'on peut avoir des fois. Eux autres, là, sont ouverts à tout le monde. Donc, ça amène des enrichissements et des échanges super. Puis l'enfant qui ramène ça à la maison, il en parle à ses parents. L'apport enrichissement culturel, pour moi, c'est hyper important. Puis le fait de permettre à tous de pouvoir s'installer en région, c'est le vœu. Parce que moi, je dis toujours, je disais tout à l'heure, je ne veux pas être péjoratif, c'est un petit projet. Non, ça va toujours être
on est un petit organisme. On va toujours rester un petit organisme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Montréal, on n'est pas Québec, mais par contre, n'importe qui veut s'établir va pouvoir venir puis contribuer à l'enrichissement culturel. Puis, il ne faut pas passer à côté de l'enrichissement de la partie socio-économique. Les gens viennent, ils occupent un emploi. Des emplois, on en a. Donc, ils occupent un emploi. Puis après ça, bien, il y a toute l'intégration après ça. Puis la fierté, au même titre que nous, on peut avoir la fierté là, d'habiter un secteur rural. Puis le sentiment d'appartenance. Puis preuve qu'il y a une implantation, qu'il y a une intégration, puis ça fait peut-être quelques mois, même peut-être une année, il y a des gens qui sont passés par le pays qui ont acheté des maisons. On en a 6. 6? Oui. Puis des maisons à Fortierville. Oui. Puis dans ça, on a des maisons, en fait, c'est Fortierville, Parisville, essentiellement. Sainte-Françoise, c'était la location d'une maison. Mais l'ensemble de ces gens-là, lorsqu'ils étaient en ville, étaient sur l'aide sociale. Puis là, ils travaillent, puis ils ont la fierté. À l'intérieur de 2 ans, les gens ont été capables d'accéder à la propriété. C'est fantastique. Mais il faut dire aussi qu'on a une super de belle collaboration avec le CIEL, Centre d'initiative Est de Loubinière. Qui fait des prêts, qui aide. Oui, prêts sans intérêt pour des gens dans le cadre du pays, OK? Pour être capable de faire un prêt sans intérêt. C'est un consortium d'investissement, là, parce qu'à lui seul, c'est pas assez, mais on a plusieurs cas que l'entreprise se dit, bon, je manque de main-d'œuvre, j'ai cette personne-là, je veux que la personne reste. Bon, on a le CIEL qui peut mettre 5 000. La personne, elle a, exemple, quelques milliers de dollars de côté. Combien il manque pour être capable d'aider la personne, également avec un prêt sans intérêt. Puis là, après ça, on passe au notaire. Puis, bang, la maison est vendue au nom de la personne immigrante. Puis la personne immigrante, bien, après ça, elle s'installe ici, elle a une propriété. Là. On en a plusieurs qui ont fait ce choix-là. Puis ça fonctionne bien. Là. Parce que c'est une concrétisation. Tu sais, tu parlais qu'il était sur l'aide sociale il y a 2 ans. Puis si on recule de 4, 5 ans, 10 ans, il était peut-être d'une tente dans un camp de réfugiés. Ouais. C'est incroyable, pareil. Ouais. Ils sont devenus propriétaires. Bien, bravo. J'espère que vous avez apprécié cette émission-là. Évidemment, on est avec Céline Auger aujourd'hui. C'était bien plaisant, mais Céline, elle n'est pas seule dans son équipe. Il y a Guylaine, il y a Cindy, il y a Pauline aussi. Et si vous voulez en apprendre davantage sur le pays, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Vous allez apprendre plein de belles choses. Puis on se dit à la prochaine. Télécœur tient à remercier ses bénévoles qui ont contribué à cette émission.